Welcome to a new episode of Min Washington. In this week's show, a closer look at the U.S. healthcare system. Bienvenue dans votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Les États-Unis face à la crise de leur système de santé, le système de santé américain confronté à des défis économiques et à des tensions politiques, le Maroc au mondial, retour sur les grandes étapes d'une ascension historique. Les États-Unis comptent parmi les meilleurs médecins, hôpitaux, chercheurs et technologies médicales au monde. Pourtant, pour de nombreux Américains, l'accès aux soins reste avant tout une question de coût. Au fil des années, les primes d'assurance maladie ont fortement augmenté, tandis que les dettes médicales se sont accumulées. Aujourd'hui, plus de 20 millions d'Américains sont concernés par ces dettes dont le montant dépasse les 200 milliards de dollars. Au-delà d'un enjeu de santé publique, c'est tout un système qui est sous tension. Hôpitaux, compagnies d'assurance et intermédiaires pharmaceutiques jouent un rôle déterminant dans l'accès aux soins et leurs coûts. Les patients, eux, se retrouvent souvent confrontés à des règles complexes qui limitent leur choix. La question est désormais politique autant que sociale. Pour de nombreuses familles, la réforme du système de santé n'est pas un débat théorique. Elle touche directement leur quotidien, qu'il s'agisse du prix des médicaments, des franchises ou des coûts d'assurance. Les responsables politiques parviendront-ils à réformer ce système avant qu'il ne fragilise davantage de ménages? Favoriseront-ils une concurrence accrue et davantage de choix pour les patients? Oseront-ils s'attaquer à l'influence de grands groupes hospitaliers, des assureurs et des intermédiaires pharmaceutiques? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui Gregory Aftandilian, spécialiste des politiques du Moyen-Orient et de la politique étrangère américaine. Ancien analyste au département de la Défense et d'État, il a également conseillé la Commission des Affaires étrangères du Sénat sous la présidence du sénateur Edward Kennedy. Depuis Houston au Texas, nous rejoint également le Dr Ahmed Rabi, psychiatre et investisseur dans le secteur de la santé, fondateur de plusieurs centres de dialyse et structures de soins à domicile. Mounayam Bouzelmat is a Moroccan soccer player. Nous accueillons également Mounayam Bouzelmat, ancien footballeur marocain et analyste sportif aux États-Unis. Enfin, comme à l'accoutumée, Ryan Ekstrom, chroniqueur de l'émission, ancien conseiller du membre du Congrès Joe Wilson et spécialiste des relations sino-américaines et des questions de défense. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Nous commençons avec notre correspondante Shourouk Diab en direct de Walter Reed Medical Center dans le Maryland. Cet établissement figure parmi les centres médicaux les plus prestigieux des États-Unis et prend en charge militaires, anciens combattants et hauts responsables américains. Bonjour Shourouk. Oui, Marc, le système de santé américain figure parmi les plus avancés au monde. Il s'appuie sur des hôpitaux de renommée internationale, des centres de recherche de pointe, des entreprises pharmaceutiques majeures et des technologies médicales qui sont à l'avant-garde de l'innovation mondiale. Toutefois, ce système est confronté à des défis croissants liés au coût des soins et à leur accessibilité pour des millions d'Américains. Au cours des 2 dernières décennies, les primes d'assurance maladie ont augmenté à un rythme largement supérieur à celui des salaires et des revenus. L'accès aux soins est ainsi devenu une charge financière de plus en plus lourde pour les ménages américains. Selon certaines estimations, près de 100 millions d'Américains ont été confrontés à une forme de dette médicale
Des millions d'autres continuent de rembourser des factures de soins accumulées à la suite d'une maladie soudaine, d'une intervention chirurgicale ou d'une hospitalisation. Pour les critiques du système, le problème ne réside pas uniquement dans le niveau élevé des coûts, il tient également à la concentration du pouvoir entre les mains d'un nombre limité de grands réseaux hospitaliers, de compagnies d'assurance et de gestionnaires des prestations pharmaceutiques qui exercent une influence considérable sur les prix des soins, le coût des médicaments et les choix offerts aux patients. Dans bien des cas, les patients se retrouvent confrontés à des dépenses élevées sans véritable possibilité de négocier les tarifs ou de rechercher des alternatives moins coûteuses. À l'inverse, les défenseurs du modèle américain soulignent que malgré ses imperfections, ce système demeure un leader mondial dans les domaines de l'innovation médicale, de la recherche scientifique et de traitement de pointe. Il rappelle également qu'il offre des soins hautement spécialisés qui attirent des patients venus du monde entier. Entre ces deux réalités, le débat politique se poursuit à Washington sur les meilleures stratégies de réforme du secteur de la santé, alors que certains plaident pour un renforcement de la concurrence, une limitation des situations de monopole et une réduction du coût des médicaments et de l'assurance maladie. D'autres estiment que toute réforme doit également préserver la capacité d'innovation qui constitue l'une des principales forces du système de santé américain. La question est comment les États-Unis peuvent-ils préserver leur leadership médical à l'échelle mondiale tout en rendant les soins de santé plus accessibles pour le citoyen américain. All right, thank you so much, Shoruk, for that update from Walter Reed. Merci Shoruk pour ces précisions depuis le Walter Reed National Medical Center. Dr. Rabi, le paradoxe est saisissant. Les États-Unis disposent des meilleurs hôpitaux, médecins, centres de recherche et technologies médicales au monde. Pourtant, des millions d'Américains craignent aujourd'hui autant le coût des soins que la maladie elle-même. Comment le système de santé le plus performant au monde est-il devenu l'un des plus coûteux et des plus difficiles à assumer pour les familles américaines? Well, over here, the problem with the system itself. Le problème réside avant tout dans le système lui-même. Aujourd'hui, il existe une grande confusion entre Medicare, qui couvre principalement les personnes âgées, et Medicaid, destiné aux populations à faible revenu, les assurances privées et les autres formes de couverture santé. Cette complexité désoriente de nombreux patients. Lorsqu'ils se rendent à l'hôpital, font appel à des services de soins à domicile ou fréquentent des centres de dialyse, ils sont souvent confrontés à un enchevêtrement de procédures et d'intervenants. Cette situation peut compliquer l'accès aux soins appropriés, aux spécialistes adéquats ou au traitement le plus adapté, créant ainsi de réelles difficultés pour les patients. Le système est dysfonctionnel. Les patients ne disposent pas d'une véritable liberté de choix quant aux médecins ou aux professionnels de santé qu'ils souhaitent consulter. De nos jours, lorsqu'une personne est malade et souhaite obtenir un rendez-vous médical, elle doit parfois attendre 1, 2, voire 3 semaines avant de pouvoir consulter, en particulier lorsqu'il s'agit d'un spécialiste. Dans de nombreux cas, on lui recommande alors de se rendre aux urgences. C'est là que commence souvent le parcours difficile des patients. Dans les services d'urgence, ils peuvent attendre de longues heures, certains présentent des problèmes médicaux sérieux, tandis que d'autres souffrent de pathologies qui ne nécessitent pas réellement une prise en charge en urgence. Cette confusion est directement liée aux défaillances du système, mais aussi aux mécanismes de financement impliquant les services de soins à domicile, Medicare et Medicaid. L'une des principales difficultés réside dans le fait que les remboursements versés aux médecins et aux établissements de santé par les assureurs et les organismes publics sont devenus insuffisants. Les praticiens ne sont donc plus en mesure de recevoir autant de patients qu'auparavant, ce qui contribue à engorger davantage le système. Parallèlement, lorsque les patients se tournent vers les services d'urgence, les hôpitaux peuvent générer davantage de revenus. Cela crée une situation qui, selon de nombreux observateurs, favorise une utilisation inefficiente du système et peut être perçue comme une forme d'exploitation de ses failles. En conséquence, de nombreux patients n'ont pas le sentiment de bénéficier d'une prise en charge équitable. Ils sont fréquemment orientés d'un service à l'autre, particulièrement lorsqu'ils passent par les urgences. Souvent désemparés, ils subissent de multiples examens diagnostiques, radiographies, imagerie par résonance magnétique et autres tests complémentaires qui engendrent des coûts considérables pour le système de santé, qu'il s'agisse de Medicare ou d'autres organismes payeurs.
Ces dépenses croissantes soulèvent la question de leur financement à long terme. Pourtant, malgré ces coûts élevés, ni les hôpitaux ni les médecins n'estiment recevoir une rémunération suffisante. Selon cette analyse, les médecins perçoivent parfois des montants relativement modestes pour certaines prestations, tandis que les établissements hospitaliers reçoivent une part plus importante des remboursements. Let's continue talking about it, Dr. Robbie, because we've talked a lot on this show about the challenges that Poursuivons cette discussion, docteur. Dans cette émission, nous avons souvent évoqué les défis liés au goulot d'étranglement, comme le détroit d'Ormuz et ses répercussions sur l'approvisionnement énergétique mondial. Peut-on faire un parallèle avec le système de santé américain? Lorsqu'un maillon est sous pression, c'est l'ensemble du système qui en subit les conséquences. Dès lors, où se situe réellement le goulot d'étranglement? Dans les hôpitaux, les compagnies d'assurance, les pharmacies et laboratoires pharmaceutiques ou encore dans les mécanismes d'assurance des travailleurs? Ou bien, le véritable problème est-il que les patients disposent de très peu de pouvoir lorsqu'ils ont besoin de soins? Le problème fondamental réside peut-être dans le système lui-même et concerne la majorité des personnes qui reçoivent des soins. Bien entendu, environ 90% des personnes âgées sont couvertes par Medicare ou Medicaid. La situation est d'autant plus confuse que lorsque les assurances ne rémunèrent pas suffisamment les médecins ou les hôpitaux, les patients ne reçoivent pas les soins appropriés ou de la qualité attendue. Cette confusion se manifeste à différents niveaux du système. Comme vous l'avez indiqué, le problème tient également au fait que des facteurs extérieurs viennent s'immiscer dans le débat et se mêlent à des considérations politiques qui se confondent ensuite avec les questions de santé. Pourtant, les soins de santé constituent l'un des aspects les plus importants de notre vie. Malgré cela, le système n'a pas été encadré ni régulé de manière adéquate et équitable. Comme je l'ai déjà dit, cette situation suscite un profond mécontentement. Nous, contribuables, versons des sommes considérables, mais cet argent n'est pas affecté de manière optimale. À mon avis, il existe de nombreux gaspillages de ressources à différents niveaux. C'est ainsi que je vois les choses. Nous avons véritablement besoin de réformer le système et de le remettre sur la bonne voie. Trop d'organismes et d'intervenants s'y immiscent, tandis que les fonds engagés ne semblent pas être dirigés vers des objectifs clairement définis. Et au final, ce sont les patients qui ne bénéficient pas de la prise en charge qu'ils sont en droit d'attendre. Passons maintenant à Gregory Aftandilian. Grégory, dans de nombreux cas, les patients disposent de peu de marge de manœuvre pour obtenir les soins dont ils ont besoin, comparer les prix, négocier les prestations proposées ou même les refuser. Vous avez travaillé au Sénat aux côtés de l'une des grandes figures de la politique de santé américaine, le sénateur Edward Kennedy. Selon vous, qui fixe aujourd'hui les règles du système de santé américain et détermine les conditions d'accès aux soins aux États-Unis? Merci pour cette question. Le sénateur Edward Kennedy a consacré une grande partie de sa carrière à promouvoir l'instauration d'une assurance maladie nationale ou d'un système à payeur unique. Cependant, il n'est pas parvenu à atteindre cet objectif. Cela s'explique en grande partie par l'existence de groupes de pression extrêmement puissants, notamment le lobby de l'industrie pharmaceutique, celui de l'Association médicale américaine et celui des compagnies d'assurance. Ces acteurs injectent des sommes considérables dans les campagnes électorales des membres du Congrès. Leur influence dépasse largement celle du citoyen ordinaire, ce qui contribue à un système profondément déséquilibré. En moyenne, les États-Unis consacrent environ 1 000 $ par personne et par an aux seuls coûts administratifs liés aux soins de santé, un niveau de dépenses extrêmement élevé. Ce montant représente environ 5 fois la moyenne observée dans les autres pays industrialisés avancés. Par ailleurs, le pays compte un grand nombre de compagnies d'assurance, chacune appliquant ses propres règles et procédures. Cette complexité laisse le citoyen ordinaire largement démuni face à ces intérêts très puissants qui exercent leur influence au sein du Congrès. Ryan Eggstrom, Ryan, si vous avez déjà eu une expérience de soins de santé comme moi, vous connaissez la télémédecine, ces consultations en ligne avec des médecins à distance. Nous avons aussi les urgences dites non urgentes, où il n'y a en réalité pas d'urgence réelle. Comme l'a mentionné le Dr Rabier, les patients peuvent parfois attendre très longtemps aux urgences. Quelle est la réalité derrière ce débat et comment ces factures sont-elles payées?
Les jeunes doivent déjà faire face au remboursement des études, au coût du début de la vie active. En ajoutant les dépenses de santé, les familles se retrouvent souvent contraintes de choisir entre se soigner et préserver leur stabilité financière. Cela est d'autant plus vrai dans un contexte d'inflation et de difficultés économiques croissantes. Que se passe-t-il aujourd'hui aux États-Unis, notamment pour les jeunes Américains qui tentent de gérer leur budget? Pour les jeunes Américains et les classes moyennes en général, une urgence médicale peut complètement bouleverser un budget soigneusement planifié. On ne prévoit pas ce type de catastrophe lorsqu'elle survient, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'un grave accident de la route. Il est difficile de planifier de telles situations, non seulement parce qu'il est impossible d'anticiper les coûts liés à un traitement comme celui du cancer en cas de maladie grave, mais aussi parce qu'il est difficile de savoir quel montant exact il faudrait épargner en raison de ces coûts cachés et du manque de transparence. La situation manque donc de clarté. En conséquence, la charge financière pèse de plus en plus sur la classe moyenne et sur les jeunes. Je connais des personnes de mon âge qui n'ont aucune couverture d'assurance maladie pendant une année lorsqu'elles cherchent un emploi ou viennent terminer leurs études. C'est évidemment une prise de risque importante. Cependant, la réalité est que même lorsqu'ils disposent d'une assurance, ils peuvent se retrouver confrontés à des factures très élevées en raison de leur part de coût dans le système de santé, notamment les franchises et les différents mécanismes de participation aux dépenses. Ces coûts s'accumulent. Dr Abe, parlez-nous de votre expérience au Texas. Au cours de votre carrière, vous avez été confronté à des défis liés au système de dialyse rénale et à d'autres pathologies. Comment avez-vous géré ce système et surmonté ces difficultés? Well, as the dialysis business, I was in the dialysis business for almost 21 years. We have a unique company which was home hemodialysis. Dans le domaine de la dialyse rénale, j'y ai travaillé pendant près de 20 à 21 ans. Nous avions une entreprise spécialisée qui fournissait des services d'hémodialyse à domicile. Nous réalisions la dialyse au domicile des parents. Après avoir quitté cette entreprise, j'ai constaté un défi majeur. La dialyse à domicile n'est couverte que par les assurances privées, tandis que Medicare et Medicaid ne permettent pas aux patients de réaliser la dialyse chez eux. Pour les patients traités à domicile, les soins étaient équitables et de bonne qualité. Pour ceux traités dans les centres de dialyse, les soins étaient également de bonne qualité, mais ils étaient très éprouvants en raison des longues heures d'attente et de traitement. Cependant, je pense qu'il existe de nombreuses formes d'abus dans le système et dans les mécanismes de remboursement. Auparavant, nous recevions entre 600, 700 ou 800 $ par séance de traitement et par patient, auquel s'ajoutait le coût des médicaments à cette époque. Ensuite, Medicare a réduit ce montant à 200 ou 250 $, un niveau insuffisant pour assurer correctement la prise en charge des patients. En conséquence, de nombreux centres de dialyse exploitent cette situation et n'offrent pas des soins adéquats. Mais certains médecins également n'accomplissent pas pleinement leurs obligations envers leurs patients. C'est ce que j'ai observé à travers mon expérience personnelle. Je pense que le système doit être modifié de différentes manières et que le gouvernement doit reconsidérer la question sous un angle nouveau. Je souhaite également revenir sur le rôle des pharmaciens et des médecins. Aujourd'hui, un médecin peut prescrire un traitement pour 1 ou 2 mois, puis une fois cette période écoulée, il peut renouveler l'ordonnance 10 ou 20 fois. Les médicaments continuent alors d'être livrés au domicile du patient, même s'il ne les utilise pas. D'après mon expérience, lors de nos visites à domicile, je peux affirmer que certains patients avaient des cartons entiers de médicaments inutilisés. Il s'agit d'un abus du système par les grandes entreprises pharmaceutiques et les laboratoires qui continuent de distribuer ces médicaments pour maximiser leurs profits sans se soucier de savoir si les patients les utilisent réellement ou non. C'est un point qui mérite d'être débattu. Les laboratoires pharmaceutiques doivent comprendre qu'il ne faut pas délivrer des médicaments aux patients sans nécessité réelle. Dr. Robbie, they're pushing
Donc, docteur, on injecte une quantité importante de médicaments qui ne seront jamais utilisés. Grégory, quelle est la question centrale ici? En revenant au débat américain sur la santé, au début de l'administration Obama, il existait l'espoir de corriger de nombreux obstacles. Et il avait été promis que les Américains pourraient garder leurs médecins, leur assurance et que les prix n'augmenteraient pas. Or, pour beaucoup, aucun de ces engagements n'a été tenu. Ils ont perdu leurs médecins, leur assurance et les coûts ont augmenté. Alors, où se situe le problème? Dans le système de santé lui-même, dans les prix et les rapports de force, ou dans la question de savoir qui contrôle ce service essentiel pour les Américains? Malheureusement, le problème réside dans la puissance du profit et de la logique de rentabilité. Autrement dit, les grandes entreprises pharmaceutiques ont un intérêt direct à prescrire et vendre toujours plus de médicaments à des prix très élevés. Comme je l'ai déjà mentionné, ces entreprises font pression sur les membres du Congrès afin de maintenir le système en place et d'empêcher toute réforme, car tout changement nuirait à leurs intérêts financiers. Les membres du Congrès dépendent des financements de campagne pour être réélus, tous les 2 ans à la Chambre des représentants et tous les 6 ans au Sénat. Comme nous le savons, l'Affordable Care Act, connu sous le nom d'Obamacare, était censé réduire les coûts, mais il a malheureusement rendu le système plus complexe. Je pense que l'intention était bonne, mais les résultats ne l'ont pas été. Et en réalité, de nombreux Américains ont vu leur prime d'assurance augmenter après sa mise en œuvre. Ryan Ekstrom, Ryan Ekstrom, que signifie tout cela sur le plan politique? La santé était autrefois un thème central des élections américaines. Pourtant, lors de la dernière élection entre Donald Trump et Kamala Harris, elle n'a pas constitué le sujet principal du scrutin. Des accusations ont plutôt porté sur une possible réduction des avantages pour les Américains sous l'administration Trump, contribuant récemment à des fermetures partielles du gouvernement. Comment la politique intervient-elle dans cette situation? Et à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, la santé pèsera-t-elle dans le vote des électeurs? To address the first part of your question, a big part of the political problem is what Professor Aftandilian already mentioned of the significant. Pour répondre à la première partie de votre question, une grande partie du problème politique vient de ce que le professeur Grégory a déjà évoqué. L'influence des grands groupes de pression du secteur médical et leurs dons aux responsables politiques. Cela affaiblit le rôle de contrôle et de régulation que l'État est censé exercer, notamment dans le domaine de la santé. Il existe aussi une forte polarisation idéologique du débat politique, qui est souvent réduit à une opposition binaire, soit un système de santé basé sur le marché libre, soit un système de santé socialisé. Or, cette supposition n'est pas nécessairement correcte. Présenter les choses de cette manière n'est pas utile, car cela a convaincu de nombreux électeurs qu'il n'existe que 2 options, alors qu'il serait possible de combiner différents modèles issus d'autres pays, comme le système scandinave. Ce dossier restera un facteur important dans toute élection, y compris les prochaines élections de mi-mandat en novembre. Toutefois, je pense que d'autres sujets pourraient être encore plus prioritaires, notamment l'inflation, liée en partie aux tensions persistantes avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Oui, il semble que l'Iran et les prix de l'énergie seront des enjeux majeurs lorsque les électeurs iront voter. Dr Abe, imaginons que vous deveniez président des États-Unis aujourd'hui. Parmi les options possibles, vous pourriez adopter et mettre en œuvre une réforme majeure du système santé visant à améliorer la situation des patients ou du système lui-même. Par où commenceriez-vous? Quel serait le principal défi et quelle réforme permettrait réellement d'améliorer la situation? The pharmaceutical companies, they should be put under strict control.
D'abord, il faut soumettre les entreprises pharmaceutiques à une régulation stricte et réduire les prix de manière appropriée, car le coût des médicaments est extrêmement élevé. Le premier problème, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Ils doivent être tenus responsables par un encadrement des prix équitables. Deuxièmement, il y a le problème des médecins. Ils ne sont pas suffisamment rémunérés, ce qui les empêche de fournir des soins adéquats. Une consultation dure environ 15 minutes, mais que peut comprendre un médecin en si peu de temps sur l'état d'un patient ? Le patient doit alors revenir plusieurs fois, ce qui coûte davantage à Medicare ou à d'autres systèmes. Et alors que si le médecin disposait d'au moins 30 minutes par patient avec un examen complet, il comprendrait mieux la situation et éviterait alors les consultations répétées. Mais les médecins ne peuvent pas consacrer plus de 15 minutes car ils ne sont pas assez payés. Cela constitue un problème majeur car tout le système est influencé à la fois par les entreprises pharmaceutiques, mais également par une partie des médecins. Oui, les laboratoires pharmaceutiques, les médecins et l'ensemble du secteur de la santé doivent être améliorés. J'ai moi-même fait partie de ceux qui ont perdu leur médecin et leur assurance avec la hausse des prix. J'ai également passé du temps aux urgences. Mon conseil est simple, apporter un livre et un téléphone avec des livres audio, cela peut aider. Voilà le défi auquel nous faisons face aujourd'hui. Nous allons maintenant faire une courte pause. Merci de rester avec nous. Welcome back to the second part of Min Washington. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. En première partie, nous avons analysé les défis du système de santé, notamment la pression financière croissante sur les familles et les difficultés d'accès aux soins. Nous abordons désormais un autre sujet porteur de fierté et d'espoir. Le Maroc fait du sport et de la jeunesse une priorité nationale. Le Royaume a investi dans des infrastructures modernes, des programmes intensifs pour les jeunes, ainsi qu'un système de formation conçu pour rivaliser à l'échelle internationale. Les résultats sont visibles. La première participation du Maroc à une Coupe du Monde remonte à 1970. En 1986, les Lions de l'Atlas deviennent la première équipe arabe et africaine à atteindre les phases à élimination directe. Puis vient le Mondial 2022 au Qatar où le Maroc bat la Belgique, l'Espagne et le Portugal, devenant la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales. Il ne s'agit pas d'un simple exploit, mais d'un événement mondial, symbole de foi, de discipline et de préparation. Ce parcours a renforcé la confiance des jeunes Marocains et a montré à l'Afrique et au monde arabe que l'équilibre des forces dans le football peut évoluer. Il a aussi confirmé que ces résultats reposent sur une vision à long terme, notamment à travers l'Académie Mohamed VI de football et les investissements dans la formation et les infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc fait face à un nouveau défi, co-organiser la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Cela implique à la fois des opportunités et des contraintes avec la construction de stades et d'infrastructures ambitieuses. La question n'est pas de savoir si le Maroc peut écrire l'histoire, mais s'il peut transformer ce succès en un modèle durable. Le football peut-il créer plus d'opportunités pour la jeunesse ? La Coupe du Monde 2030 peut-elle stimuler le tourisme, l'investissement et renforcer la fierté nationale ? Le Maroc peut-il bâtir un système qui ne produise pas seulement des équipes performantes, mais aussi un avenir partagé ? Voilà le défi et voilà l'opportunité. Et à chaque jeune Marocain qui nous regarde, le message est clair, talent, discipline et investissement. Lorsqu'un pays croit en sa jeunesse, la pression devient réussite historique. Reportage. Pressure becomes history.
À 4 ans de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc organisera avec l'Espagne et le Portugal, l'attention s'est de nouveau portée sur l'équipe nationale marocaine de football dans le cadre de sa participation à l'édition co-organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Depuis sa première apparition sur la scène mondiale, la sélection marocaine a réussi à écrire des pages marquantes de son histoire en Coupe du Monde, s'imposant comme l'un des principaux représentants du football arabe et africain dans la plus grande compétition mondiale. Le parcours des Lions de l'Atlas a débuté lors du Mondial de 1970 au Mexique, lorsque le Maroc est devenu la première équipe arabe et africaine à obtenir un point en Coupe du Monde grâce à un match nul contre la Bulgarie. Puis est venue la participation historique de 1986 au Mexique, où le Maroc a réalisé un exploit inédit en terminant en tête de son groupe devant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal, devenant ainsi la première sélection africaine à atteindre le deuxième tour de la compétition. Le Maroc est ensuite revenu en phase finale en 1994 aux États-Unis, puis en 1998 en France. Après une absence de 20 ans, il a retrouvé la Coupe du Monde en 2018 en Russie, avant de réaliser le plus grand exploit de son histoire lors du Mondial 2022 au Qatar. Au total, le Maroc s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde à 7 reprises, confirmant son statut de grande nation du football africain et proposant un modèle sportif qui reflète le développement du football marocain et son ambition constante d'atteindre des performances encore plus élevées à l'avenir. Alors avant de revenir à nos invités, nous retrouvons Adel Dassouki, notre correspondant depuis le stade Huddersfield, enceinte du club de football DC United, dans la capitale américaine Washington. La parole est à vous, Adel. بالفعل يا مارك تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة كما في مختلف أنحاء العالم. Oui, Marc, les regards des passionnés de football aux États-Unis, comme partout dans le monde, sont tournés vers la participation de l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde, dans une atmosphère mêlant optimisme et attente. Cela s'explique naturellement par les exploits historiques réalisés par les Lions de l'Atlas ces dernières années. Depuis l'épopée du Mondial 2022 que nous avons tous suivi, lorsque le Maroc est devenu la première équipe arabe et africaine à atteindre les demi-finales, le pays s'est imposé comme l'une des sélections les plus respectées et les plus suivies dans les milieux sportifs américains. La performance remarquable de l'équipe marocaine a contribué à modifier les stéréotypes sur le football africain et arabe en démontrant que les équipes issues en dehors des grandes puissances traditionnelles peuvent rivaliser au plus haut niveau. Dans les villes américaines abritant d'importantes communautés marocaines et arabes, les signes de préparation pour la Coupe du Monde apparaissent déjà. Rassemblements de supporters, campagnes de soutien sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une couverture médiatique élargie des médias sportifs qui considèrent désormais le Maroc comme une équipe capable de créer la surprise dans toute grande compétition. L'intérêt ne se limite donc pas à la seule diaspora marocaine, il s'étend à un public américain plus large, de plus en plus connecté au football international. De nombreux analystes sportifs estiment que la sélection marocaine représente un modèle réussi d'investissement dans la jeunesse, les infrastructures et la formation sportive. Des éléments qui ont permis de construire une génération capable de rivaliser avec les meilleures équipes mondiales. La participation du Maroc intervient également dans un contexte où la coopération en matière de sécurité sportive entre Rabat et Washington connaît une dynamique croissante, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2030 organisée au Maroc. Cela donne au football une dimension qui dépasse la simple compétition sportive, englobant les échanges culturels et le renforcement de l'image du royaume sur la scène internationale. L'espoir reste donc fort parmi les supporters marocains aux États-Unis et ailleurs de voir les Lions de l'Atlas poursuivre l'écriture d'un nouveau chapitre d'une histoire de réussite devenue
une source de fierté pour les Marocains et une inspiration pour des millions de jeunes en Afrique et dans le monde arabe. All right, thank you so much, Adel, live from the soccer field. So, Merci Adel. Nous recevons maintenant Mounaïm Bouzmat. Bienvenue Mounaïm. Alors racontez-nous votre parcours dans le football, ce qu'il a représenté pour vous en tant que joueur, comment il a contribué à façonner votre personnalité. Et ce que signifie pour vous le fait d'être un footballeur marocain aux États-Unis? Football player. En ce qui concerne la formation en tant que joueur, cela m'a beaucoup aidé à comprendre l'équipe nationale, ce qu'elle est capable de réaliser dans cette Coupe du Monde et son évolution. Il existe de nombreuses académies au Maroc. Tout d'abord l'Académie Mohamed VI de football, qui est une grande structure intégrant à la fois l'éducation scolaire, la formation et l'encadrement éducatif, ainsi que l'entraînement footballistique. Il existe également d'autres académies au Maroc permettant de jouer et de se développer avec des structures de petite et de grande taille. Tout cela ne s'est pas fait par hasard. Il y a un travail important réalisé par les responsables du secteur. Pour ma part, j'ai beaucoup appris à travers ma formation au Maroc en football, aussi bien dans les petites équipes de quartier que dans les clubs plus importants en ville. Cela montre qu'au Maroc, différents niveaux de formation offrent de nombreuses opportunités de progression dans le football. Talk to us about what it means to have Morocco hosting. Parlez-nous de ce que représente pour vous le Maroc. Expliquez aussi ce que signifie pour vous le fait que le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal dans 4 ans. Quelles rencontres suivrez-vous particulièrement lors de cette compétition et comment le Maroc peut-il tirer parti du Mondial 2026 en préparation de celui de 2030? Pour le Maroc, le climat est différent et tout est différent. Mais ici, on trouve de grands stades, de beaux stades et une belle infrastructure. Cela permettra d'avoir une Coupe du Monde réussie. Il y aura beaucoup d'équipes, 48 au total. C'est la première fois et ce ne sera pas une expérience facile. Il faut disposer de nombreux stades, de terrains d'entraînement et d'une infrastructure importante et de qualité. Les États-Unis possèdent tout cela. En ce qui concerne les équipes, je pense que cela nous offrira une très belle Coupe du Monde, peut-être la meilleure de tous les temps, si Dieu le veut. Pour le Maroc, nous espérons obtenir un bon résultat dans cette compétition et nous souhaitons que la Coupe du Monde nous réussisse. Très bien. Ryan, les États-Unis ont réalisé de bonnes performances aux Jeux Olympiques l'année dernière en étant proches de remporter le plus grand nombre de médailles. Ils disposent d'une armée puissante et d'une économie solide, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est une équipe de football forte. Le défi récurrent pour les États-Unis est qu'ils excellent dans de nombreux domaines, mais pas dans le football. Par ailleurs, la Coupe du Monde leur confère une forme de soft power en accueillant cet événement. Que signifie pour la communauté internationale le fait que les États-Unis soient au centre d'un tel rendez-vous et qu'ils accueillent autant de pays, y compris certains avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord? Quel impact sur les affaires mondiales? Et cela peut-il favoriser davantage d'unité? I think that it's difficult to overstate its true significance. You have the United States hosting the most popular sport in the world of football. Je pense qu'il est difficile de surestimer l'importance réelle de cela. Les États-Unis accueillent le sport le plus populaire au monde, le football. Leur puissance et leur influence mondiale ne reposent pas uniquement sur leur force militaire ou sur leur politique étrangère, mais aussi sur ce qu'on appelle le soft power, un aspect souvent sous-estimé.
En accueillant des événements comme la Coupe du Monde et les prochains Jeux Olympiques, les États-Unis renforcent considérablement leur image à l'international. Un public mondial regarde des équipes étrangères évoluer dans des infrastructures américaines et découvre la culture du pays. C'est un véritable avantage pour les États-Unis qu'ils ne devraient pas tenir pour acquis. Ryan, what is it? Our Super Bowl, our American football is the biggest event on the planet in the United States. But this FIFA. Ryan, chez nous aux États-Unis, le football américain représente un événement majeur, mais la Coupe du Monde de football aux États-Unis puis au Maroc est d'une toute autre ampleur en termes d'audience, de passion et d'impact. Cela aura un effet important pour les États-Unis puis pour le Maroc en 2030. Mounaïm, parlez-nous de la préparation du Maroc pour cet événement. Lorsque j'étais au Maroc, j'ai visité Rabat, Marrakech et d'autres villes, et j'ai vu des stades en construction ainsi que des préparatifs pour accueillir un événement de cette envergure. Que représente cela pour le Maroc en matière de tourisme, d'infrastructures et d'opportunités pour les jeunes également? هناك استعداد كبير بالنسبة لهذا العرس الكروي اللي غيكون في 2030 إن شاء الله. هناك Le Maroc est dans une très grande dynamique de préparation pour la Coupe du Monde 2030. وبالنسبة لملاعب كبرى لدينا ملاعب كبرى وسوف يكون في الدار البيضاء أكبر ملعب في العالم. Il y a d'importants investissements dans les infrastructures et les stades. Nous avons déjà des stades, et il y aura même le plus grand stade du monde. Il y aura de grands stades à Rabat, une belle infrastructure à Marrakech, et des installations dans presque toutes les villes, Agadir, Tanger, Fès et Meknès. De nouveaux stades sont en construction également. La Fédération royale et l'État jouent un rôle central dans la préparation de cet événement. Il y a un travail important mené par la Fédération royale marocaine de football et par l'État en matière d'infrastructure et de sécurité, avec des directives strictes. Tout cela vise à garantir une organisation réussie de la Coupe du Monde 2030. Very true. Ryan, Munayem says they've got to get ready. They've got to have all this work done, and there's no second chance at this. In the United States this year, tout à fait. Ryan, le Maroc est déterminé à saisir pleinement cette opportunité. And we're also seeing global energy prices increasing, which may make it difficult for some international visitors to. En revanche, aux États-Unis se posent des enjeux de sécurité ainsi que la question des prix de l'énergie. Comment cela s'inscrit-il dans les défis géopolitiques auxquels les États-Unis sont confrontés en organisant de tels événements, tout en garantissant la sécurité et des coûts abordables pour les visiteurs? For American audiences who are traveling to these matches to watch in person, and especially for international fans traveling here to watch. Pour les supporters américains et internationaux, cela met en lumière les perturbations liées aux tensions et aux conflits en cours. The disruption caused by the ongoing conflict in the Strait of Hormuz. Cela se reflète dans la hausse des coûts, notamment des voyages. Ce ne sont pas seulement des carburants, les billets d'avion sont plus chers, et les déplacements en général coûtent davantage. And so when you consider that alongside the security concerns which are heightened, combiné aux préoccupations de sécurité, cela montre l'ampleur des déséquilibres actuels. Le fait que Washington DC n'ait finalement pas accueilli ces Jeux est une issue favorable.
in that regard. But overall, I think that it really paints a new picture and emphasizes. Au-delà de cet aspect, cet événement met une nouvelle fois en évidence l'ampleur des bouleversements provoqués par le conflit en cours ainsi que l'élargissement continu de ses effets. Les gens veulent simplement voir leurs équipes, mais ils constatent que les prix ont fortement augmenté, ce qui ajoute une pression politique supplémentaire pour trouver des solutions. That's right. Monayam, talk to me about what Morocco. Très bien, Monaïm, quel est le principal défi pour les Lions de l'Atlas, non seulement pour atteindre la demi-finale cette année, mais aussi pour remporter la Coupe du Monde? This year in the United States, but actually win the overall. Quel est le principal obstacle à surmonter pour atteindre cet objectif? بالنسبة لهذه السنة لدينا طموح كبير أن نفوز بالكأس العالم. ليس مشاركة، ليس الوصول إلى النصف. لدينا طموح كبير أن نفوز بكأس العالم أول شيء. Cette année, notre ambition est très claire, gagner la Coupe du Monde. Pas seulement participer, ni atteindre la demi-finale. Notre objectif est de la gagner. لا نريد أكثر، نريد الفوز بكأس العالم إن شاء الله. أما المشاركة والوصول إلى النصف هذا عادة شيئا بسيط بالنسبة للمغرب، بالنسبة للمنتخب المغربي. لدينا لاعبين يلعبون في فرق كبيرة في. Pour nous, la participation ou une demi-finale ne suffit plus. في العالم أحسن ظهير في العالم. ولدينا إبراهيم دياز يلعب في ريال مدريد، ولدينا مزراوي يلعب في مانشستر يونايتد. لدينا لاعبين. Nous avons des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Hakimi, l'un des meilleurs latéraux au monde, Brahim Diaz au Real Madrid, Mazraoui à Manchester United et beaucoup d'autres. يمكن فعل ذلك بهذا الفريق لدينا فريق ولدينا فريق ثاني. Nous avons une génération très forte, capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe. C'est pourquoi nous croyons possible de remporter la Coupe du Monde si Dieu le veut. And Monayam, talk to us about. There are young people that are watching this program. They're probably watching it online. It's getting into their social media feed. Beaucoup de jeunes nous regardent en ligne et sur les réseaux sociaux. Participating in soccer as a youth activity. What lessons have you learned? Quels enseignements en tant qu'ancien joueur marocain pouvez-vous leur transmettre from Morocco that you could tell young people that they can use à ceux qui veulent construire un avenir solide et régulier dans le football? بالنسبة للأطفال الذين يشاهدون هذا البرنامج أقدم لهم بعض النصائح بالنسبة للكرة. Aux jeunes qui nous regardent, je leur donne un conseil. Il faut beaucoup travailler. كثير من التدريب، وقت طويل من التدريب، والاستماع إلى مدربك. Le football n'est pas facile. Il faut s'entraîner longtemps, écouter les entraîneurs et être ambitieux. في مستويات عالية كانوا أطفالا يشاهدون الكرة أو يسمعون على الكرة شيئا. بس بالعمل. Tous les grands joueurs que vous voyez aujourd'hui ont commencé comme vous. اتباع التدريب كل يوم يصلون إلى ما يريدون. وكل واحد يجب أن. Avec le travail, la discipline et l'écoute des entraîneurs, on peut atteindre ses objectifs. طموحا في شيء ستصل. And I hope that transfers to the Moroccan team as well. J'espère que votre déplacement aux États-Unis pour la Coupe du Monde se déroule dans les meilleures conditions et que votre séjour sera très agréable. Nous souhaitons pleine réussite aux sélections américaines et marocaines. Qu'il s'agisse de santé ou de football, la quête de l'excellence, l'esprit d'équipe et la réussite reposent sur des valeurs communes. Le succès n'est jamais un hasard, il demande des investissements, de la discipline et des dirigeants capables de corriger les points de tension avant que la population n'en subisse les effets. À nos téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission depuis Washington. Nous vous invitons à retrouver l'épisode sur les plateformes de Médien TV, sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier nos invités, Gregory Aftandilian, Ahmed Rabi,
Mounaïm Bouzemat et Ryan Ekstrom, ainsi que nos correspondants Shourouk Diab et Adel Dassouki à la Maison-Blanche, sans oublier toute l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi pour la qualité de leur travail. Enfin, pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission depuis Washington. On Min, Washington. Thank you. Thank you. So much. That's Great. Thank you. so much.